Salut! Aujourd'hui c'est donc l'heure de vous présenter les livres de SFFF que j'ai lus depuis début 2019. Je vous remets encore la petite vidéo de mon bilan de mars 2020 dans lequel je vous présente quelques titres de SFFF que j'avais lus en janvier, février, mars 2020 parce que ceux-là du coup je ne vais pas en reparler. Je commence tout de suite avec Bienvenue au Mordred's Pub de Chloé et Tatiana Duc. Si je me souviens bien, Chloé et Tatiana sont sœurs. Ça n'a aucun intérêt pour la suite de mon avis, mais je trouve ça cool de le préciser. Moi je trouve ça cool deux sœurs qui écrivent ensemble. Dans ce titre, on va suivre Naola qui se découvre des dons de sorcière, ou je sais plus trop en fait si elle savait déjà qu'elle était je sais plus. Mais elle découvre un truc au début et elle s'engueule avec ses parents et du coup elle s'enfuit de chez elle et elle va aller dans une ville qu'elle connaît peu. Et en fait, j'arrive plus à me souvenir aussi pourquoi est-ce qu'elle connaît peu la ville où elle va. Est-ce que c'est parce que c'est tabou et secret dans ce monde, ou est-ce que c'est juste qu'elle est jeune et qu'elle y est jamais allée? Je sais plus trop. Mais en tout cas, elle est sorcière, elle va se retrouver livrée à elle-même, elle va chercher un travail, elle va se faire embaucher dans un pub qui est tenu par un vampire, et elle va être évidemment mêlée à des choses rocambolesques. Il y a 2 tomes pour cette série et il me semble qu'elle est terminée. En tout cas, j'ai pas entendu parler d'un 3e tome. Cette série est disponible seulement en e-book. J'avais commencé à lire le 2e. En fait, je l'avais eu via NetGalley et il y a un temps pour lire les e-books. Et j'ai pas eu le temps de finir le 2e tome. Ma liseuse était tombée en panne. J'ai pas eu le temps de finir le 2e tome et il était plus disponible. Donc il faut que je le rachète pour le finir. Et bon, c'est vrai qu'étant donné que je me rappelle plus trop du premier. Mais bon, bref, tous mes petits détails techniques, vous vous en moquez. Ce que vous voulez savoir, c'est ce que j'en ai pensé. Et bien, j'ai trouvé que c'était un très bon roman jeunesse avec un monde intéressant et original. L'héroïne est très attachante et ses réactions et ses actions sont cohérentes avec son âge. Parce que ça m'énerve les romans où les héroïnes ont 12 ans et se comportent comme si elles en avaient 20. Alors c'est écrit à 4 mains, donc il y a certains passages qui sont moins bons que d'autres, mais vraiment dans l'ensemble c'est bien écrit. En tant qu'adulte, certaines parties de l'intrigue, je les ai trouvées un peu légères, ou j'aurais aimé qu'on approfondisse un peu plus, mais c'est un roman jeunesse, donc c'est normal. C'est en tout cas un roman jeunesse très intelligent, et je viens de me souvenir que dans le tome 2, en fait le but de Naola, c'est d'entrer dans une école de vol. Parce que c'est une sorcière, elle veut voler sur un balai, et il y a des écoles spécialisées pour ça, où on peut devenir champion, etc. Je me souviens maintenant, je crois que c'était pour ça qu'elle s'était enfuie de chez ses parents, parce qu'ils voulaient pas qu'elle fasse ça. Mais oui, vraiment, plus j'y repense, plus j'avais aimé, parce qu'en plus j'avais vraiment enchaîné avec le tome 2, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le 1. Donc si vous êtes curieux, que les histoires avec les sorcières, les vampires, des écoles de vol, des apprentissages vous intéressent, allez-y. Et du coup c'est bien que je vous en ai reparlé, parce que maintenant j'ai envie de finir le tome 2. Le secret de J de Pierre Grimbert, le tome 1 et le tome 2, en gros l'intégrale du secret de J de Pierre Grimbert. Il y a plus de 100 ans, un mystérieux émissaire a été dans chaque royaume chercher un représentant et les a amenés vers l'île de J. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas, ils n'en sont pas tous revenus, et surtout ceux qui sont revenus n'en sont pas revenus indemnes, mais le mystérieux émissaire leur avait fait promettre de ne jamais dévoiler ce qu'ils avaient découvert sur l'île de J. Des centaines d'années plus tard, au moment où le récit commence, on découvre qu'une secte de fanatiques religieux commence à éliminer un par un les héritiers de ceux qui sont allés sur cette île. Les héritiers vont donc essayer de découvrir ce qui s'est passé sur l'île, le secret de l'île de J, et surtout pourquoi est-ce que cette secte essaie de les tuer et essayer d'en réchapper. Le secret de J est paru dans les années 1990 et c'est un classique de la fantasy française. C'est considéré comme le premier roman de fantasy française. C'était un genre qui commençait à fonctionner, qui commençait à être connu, mais c'était surtout des auteurs anglo-saxons et il n'y avait pas encore eu de série française à l'époque où le secret de J est sorti. L'écriture des années 90 peut paraître un peu datée, et surtout maintenant, vu tout ce qui s'est fait en fantasy, ça peut ne pas paraître très original parce que c'est un des premiers et il y a beaucoup de ressorts que Pierre Grimbert met dans son livre qui ont été réutilisés depuis. Si vous n'êtes pas un habitué de la fantasy, si vous n'êtes pas un habitué du genre, je ne vous conseillerais pas de commencer par ce livre, parce que je pense que vous pouvez un peu vous ennuyer. Moi j'ai trouvé ça jouissif parce que je retrouvais tous les ressorts de la fantasy que j'aime étant une habituée du genre, mais c'est vrai que pour commencer, c'est un peu compliqué. Le premier tome met en scène les personnages, ils sont un peu caricaturaux, un peu stéréotypés,
Mais voilà, c'est le groupe d'aventuriers hétéroclites qui, sans cette quête, ne se seraient jamais rencontrés, ne se seraient jamais découverts et qui au final arrivent à mêler leurs atouts et finissent par être une famille en fait. Et j'aime beaucoup voir les liens entre les gens, voir comment ils apprennent à se connaître et à s'apprivoiser, etc. Ça j'adore. Et ensuite j'ai apprécié, j'ai trouvé ça même très moderne. Il y a des personnages féminins très forts, très indépendants et qui ne sont pas sexualisés. Merci Pierre Grimpert, parce que j'ai parlé d'un autre livre après, où en fait il y en a marre. Je m'en moque de la taille de ses seins, je veux savoir comment elle manie une épée. En fantasy, on retrouve aussi souvent des intrigues religieuses autour de la religion. Là, il y a ça et j'ai adoré. Le monde est vraiment très très riche. On sent que Pierre Grimbert pourrait écrire des spin-offs dans le même monde parce que il nous a pas expliqué tout ce qu'il avait imaginé, tout ce qu'il avait inventé. Et d'ailleurs, il y a une suite au Secret de J, il y a les enfants de J et je crois qu'après il y a encore une troisième série qui suit, je sais plus le titre, moi je sais que je vais lire la suite avec enthousiasme. La fin du deuxième tome, elle prend son temps, il met vraiment tous les pions en place et j'ai trouvé ça grandiose. Petit à petit, ça monte crescendo. Moi j'ai adoré. Et alors il y a des passages qui se passent dans la tête des méchants. Mais ce sont les passages que j'ai préférés. Sincèrement, au début, j'ai trouvé ça un peu bancal, j'ai eu du mal à rentrer dans le récit, mais alors, j'ai adoré, et la suite, il l'a écrit un peu plus tard, et donc je pense qu'en plus, l'écriture va aller en s'améliorant. Je comprends pourquoi c'est un classique, je comprends pourquoi on conseille de le lire, vraiment, j'ai adoré, je vous le conseille à 1000%. Célestopol de Emmanuel Chastelière, encore de la fantaisie française, c'est bien, il y en a beaucoup dans cette vidéo. C'est un recueil de nouvelles, toutes les nouvelles se passent dans le monde de Célestopol qui est une cité lunaire. Les nouvelles sont principalement steampunk, évidemment comme dans tout recueil de nouvelles il y en a que j'ai préféré à d'autres, mais j'ai trouvé l'ensemble très bon, assez original, on sent que l'auteur en aurait plus à dire sur son monde, mais après j'ai pas vraiment réussi à mêler toutes les histoires entre elles et avoir un ensemble et du coup j'ai jamais vraiment réussi à me créer une image de cette cité et je suis un peu restée sur ma faim du coup. J'aurais voulu peut-être un fil conducteur étant donné que tout se passait dans le même univers, peut-être des clins d'œil dans certaines nouvelles parce qu'en fait on sait que ça se passe tout dans le même monde et où on est censé retrouver des éléments du monde dans chaque nouvelle, mais moi j'ai pas réussi à m'approprier les éléments et j'ai mis dans ma wishlist l'Empire du Léopard du même auteur parce que son écriture m'a vraiment plu et je sais pas, c'est peut-être, je me dis que c'est le genre des nouvelles qui peut-être ne m'a pas réussi et j'ai envie de lire l'auteur dans un roman où j'ai l'impression que peut-être j'arriverai mieux à m'immerger et j'arriverai mieux à suivre son monde. En tout cas, c'est un auteur français dont je vous conseille de suivre les publications parce que ouais, vraiment j'ai trouvé ça original et bien écrit. Élévation de Stephen King. Je vais m'attirer des ennemis, mais je ne suis vraiment pas une fan de Stephen King. Je vous avais parlé de Salem il y a quelque temps que j'ai détesté. En fait, toutes mes dernières lectures de lui m'ont vraiment déçue. Je trouve que souvent on retrouve les mêmes ressorts, c'est pas très original, c'est long, enfin voilà. Bon, je suis vraiment pas une fan. Sauf j'adore Les Yeux du Dragon, un roman de fantasy qu'il a écrit pour ses enfants. Je pense que je l'ai déjà lu 5 fois. Les Yeux du Dragon, allez-y les yeux fermés. Et donc là, quand il a sorti cette petite nouvelle, Élévation, je me suis dit que c'était peut-être une chance de retenter avec quelque chose de court et de potentiellement me réconcilier avec l'auteur, et j'avais bien fait. Élévation, c'est une nouvelle très courte où on va suivre un homme qui est atteint d'un mal étrange et il perd du poids, il perd de la masse corporelle. Personne ne comprend ce qui lui arrive et donc personne ne sait si on peut endiguer le phénomène. Est-ce qu'il va maigrir jusqu'à disparaître ou est-ce qu'il va trouver une solution pour que ça s'arrête? Évidemment, je ne vous donne pas la solution, mais en tout cas, comme c'est une très courte nouvelle, il n'y a pas de longueur, on rentre tout de suite dans l'action et surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est très léger, c'est plein d'espoir, c'est plein de bons sentiments. Alors souvent, quand on dit bons sentiments, ça peut paraître péjoratif, mais non, là vraiment, je le dis dans un sens positif,
J'ai fermé cette nouvelle avec un sentiment de bien-être. J'ai souri, j'avais passé un moment agréable, je me sentais bien. La passe miroir, le tome 3 et 4 de Christelle Dabos. Je ne vais pas vous faire le résumé de la série, je pense que quasiment tout le monde la connaît. J'ai dû faire une vidéo sur le tome 1 et le tome 2, je vous les trouverai, je vous les mettrai. Je vais juste donner du coup rapidement mon avis sur les tomes. Alors dans le tome 3, on découvre une nouvelle arche. J'ai trouvé ça intéressant de trouver une nouvelle arche, mais j'avais eu du mal à me remettre dans l'histoire parce qu'il y avait eu un long moment entre le tome 2 et le tome 3. J'avais bien aimé, mais sans plus. Par contre les gars, le tome 4. Alors, ce tome 4 a été beaucoup décrié. Je le sais que quasiment personne ne l'a aimé. Mais en fait, moi, les 3 premiers tomes, c'était pas des énormes coups de cœur. J'ai beaucoup aimé, le monde est très sympa, j'ai passé un bon moment. C'était pas la hype que tout le monde a, quoi. J'ai pas eu des frissons, j'ai pas pleuré, bon, j'aimais bien, mais voilà. Et alors, je pense que c'est aussi pour ça que du coup, moi j'ai adoré le tome 4, au contraire de ceux qui avaient adoré les 3 premiers, qui ont moins aimé celui-là. Moi, dans le tome 4, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. C'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus dans la psychologie, dans la philosophie. Alors oui, il y a des choses qui sont très compliquées à comprendre. J'avoue que Christelle Dabos, mais où elle nous emmène? Mais elle est dingue, c'est à se couper les cheveux en quatre pour comprendre ce qu'elle veut te dire. Mais justement, c'est génial. Là, moi, j'ai trouvé dans ce tome que Christelle Dabos, elle nous montrait enfin l'étendue de son talent. Là, je me suis dit, Christelle Dabos, c'est un génie. Cette saga, c'est un chef-d'œuvre. Et maintenant que j'ai lu le tome 4, j'ai envie de relire tout avec les nouvelles révélations. Même si du coup, là, maintenant, pendant que je vous parle, je me dis que je me rappelle plus de ce qui se passe dans le 4. Donc il faudrait que je relise le 4 et ensuite que je relise les 3 premiers. Bon, je sais pas. Mais non, vraiment, moi, ce tome-là, mais coup de cœur intersidéral pour celui-là, quoi. Les contes macabres de Edgar Allan Poe, traduits par Baudelaire et illustrés par Benjamin Lacombe. Les nouvelles fantastiques de Edgar Allan Poe, je pense qu'il n'y a pas besoin de les présenter. Je ne l'avais jamais lu, enfin peut-être quelques extraits, et puis souvent, comme ces nouvelles sont reprises dans d'autres médias culturels, on connaît les intrigues, mais je ne l'avais jamais lu. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ça? Je pense que c'est génial d'avoir la traduction de Baudelaire, et je comprends pourquoi est-ce qu'on s'attache à cette traduction, parce que c'est un chef-d'œuvre d'avoir une traduction d'un si grand auteur par un si grand poète. Évidemment qu'on est content. Mais moi, je trouve que la traduction de Baudelaire est vieillotte, et bah, je me suis un peu ennuyée, et parfois, j'ai trouvé que je comprenais pas trop, et que ça me touchait pas. Donc en fait, j'ai envie de relire Edgar Allan Poe, mais dans une autre traduction que celle de Baudelaire. Par contre, ce que je peux dire, c'est que souvent, quand on a des beaux livres, on les feuillette vite fait, on les trouve beaux, mais je trouve que c'est vraiment quand on les lit, page par page, qu'on s'attarde sur les détails, que là, on se rend compte à quel point ils sont beaux, et vraiment, cette édition est fabuleusement belle. Hyperion de Dan Simmons, l'intégrale. Il est paru en poche sous 2 tomes, et ben j'ai lu les 2 tomes. Hyperion est une planète sur laquelle il y a des tombeaux du temps, on ne comprend pas ce que c'est, on ne sait pas, et il y a un espèce d'être maléfique qui s'appelle le Gritch, qui vit dans ces tombeaux du temps. C'est pareil, on ne sait pas trop ce que c'est, ni qui il est que c'est un dieu, est-ce que c'est un démon? On n'est pas trop sûr. L'Imperium, l'Empire, je sais plus exactement comment il s'appelle, apprend que les tombeaux du temps vont s'ouvrir, et donc ils veulent envoyer des pèlerins pour aller assister à l'ouverture des tombeaux du temps. On va suivre 7 pèlerins qui sont dans un vaisseau spatial en train d'aller là-bas. C'est l'hégémonie, l'Empire, je crois. Hyperion, c'est seulement le voyage, c'est la découverte de ces 7 personnages. Un par un, ils vont nous raconter leur histoire. Donc au début, on est complètement perdu dans la multitude de personnages, on ne sait pas qui est qui, et puis, comme ils racontent chacun leur récit, on finit par tous les découvrir. Ils ont tous des vies complètement différentes, des façons de raconter complètement différentes, et on s'attache plus ou moins à certains. Il y en a, leur histoire te fait pleurer, il y en a, ça te fait frissonner, il y en a, ça te fait peur. Donc c'est un peu un tome d'introduction à la suite, parce qu'en fait on arrive à la fin du livre,
On connaît les personnages mais on n'a pas encore toutes les réponses, ça donne forcément envie de lire la suite qui est La Chute d'Hyperion. C'est captivant, c'est original, c'est très riche, c'est un classique, mais c'est parfois un peu redondant dans la narration. C'est-à-dire il y en a un qui raconte son histoire, après on a un petit moment entre eux, après il y a un deuxième qui raconte son histoire. C'est vrai que ça peut paraître un peu long, mais une fois que vous êtes entré dedans, vous pouvez plus lâcher. Il y a vraiment des personnages, leurs histoires, elles vous happent et vous les oubliez jamais. Moi, il y a certains personnages, leurs histoires, j'y pense encore très souvent, alors que ça fait déjà plus d'un an que je l'ai lu, et je suis très impatiente de lire la suite. C'est un classique parce que ça se sent, ça a inspiré de nombreuses autres œuvres ensuite, et bah voilà, c'est pour ça que c'est un classique, et c'est pour ça que ça peut être intéressant de le lire. Puis de toute façon, comme je vous dis, c'est sympa, hein. Dune de Frank Herbert, j'ai lu les 3 premiers tomes. En librairie maintenant, il y a eu une réédition, un gros tome qui correspond aux 2 premiers de cette édition. Donc je vais vous parler des 2 premiers, et je vous dirai quand même aussi mon avis rapidement sur le 3e. J'ai que le 3e dans ma bibliothèque, c'est pour ça que je vous montre que celui-là. Alors, Dune, de quoi ça parle? Moi, ce livre, il me faisait énormément peur, on m'avait dit que c'était très difficile à comprendre. Et surtout, en fait, on t'explique jamais de quoi ça parle. On te dit toujours, bah c'est incompréhensible. Ah si, bah quand même, dis-moi un peu, je sais pas, je vais vous dire un peu quoi. Moi ça m'énerve les livres où je sais pas de quoi ça parle, ça m'énerve. Donc, l'intrigue de Dune se passe dans un monde où quasiment tout le monde est accro à une épice. Épice qui est cultivable seulement sur la planète Dune, qui est une planète désertique. L'ensemble de la galaxie tourne autour de cette épice et tout le monde se bat pour avoir cette épice. On ne comprend pas d'où elle vient, on ne comprend pas comment est-ce qu'elle existe, on n'arrive pas à la reproduire. Donc c'est vraiment un gros enjeu cette épice. Sur Dune, il y a un peuple autochtone qui s'appelle les Fremen. Ils sont très mystérieux, très secrets. Personne ne comprend comment est-ce qu'ils survivent dans le désert. C'est un monde dans lequel il y a plusieurs catégories d'humains qui peuvent te suggérer des choses par la pensée, te contrôler un peu. Notamment les sorcières Bene Gesserit sont capables de ça. Je résume beaucoup, hein, très simplement, pour vous donner envie. Et pour que vous sachiez un peu où vous allez. Le héros de Dune s'appelle Paul. C'est le fils d'une Bene Gesserit et d'un duc. L'empereur de l'univers va demander au duc d'aller régner, contrôler, gérer, superviser Dune. Paul et sa famille partent sur Dune. Mais vous vous doutez, vu ce que je vous ai dit sur l'épice, etc., qu'il va y avoir des intrigues politiques et que tout ne va pas se passer comme prévu. Paul aussi, il a des pouvoirs, et quand on arrive sur Dune, on découvre qu'il y a une prophétie. Et si Paul c'était un prophète, voire un dieu, Dune me faisait peur, et c'est dommage. Parce que dès le premier tome, dès le premier chapitre, dès les premières pages, on rentre tout de suite dans l'action. À la fin du premier chapitre, j'adorais déjà Paul, donc évidemment j'avais envie de suivre ses aventures dans le reste des tomes. Le monde est très riche et il y a beaucoup d'intrigues politiques et il y a pas mal d'intrigues philosophiques et autour de la religion, mais qui sont vraiment très intéressantes. Alors oui, c'est une lecture qui demande un peu d'effort de concentration, mais sincèrement c'est pas dur à comprendre. Il se passe tellement de choses, c'est impossible de s'ennuyer. Il y a des rebondissements, le monde est hyper riche, le peuple des Fremen du coup dans le 2e tome qui est donc la 2e moitié de l'intégrale, enfin bref, vous en découvrez plus sur le monde des Fremen et ils sont fascinants. La planète Dune, la façon dont elle fonctionne, la façon dont les Fremen vivent et survivent dessus, c'est passionnant. Et c'est très original, j'avais jamais lu ça ailleurs. Le tome 3, pour dire un petit avis dessus, eh ben j'ai préféré encore plus que les 2 premiers tomes. On est un peu moins dans l'action, on est plus dans la réflexion, les intrigues politiques. Moi vraiment j'ai adoré. Donc les 2 premiers tomes, vous lisez, vous êtes embarqués dans l'aventure, tout de suite dans l'action, dans les rebondissements. Et ensuite, une fois que vous connaissez bien le monde, vous pouvez continuer et vous comprenez mieux les rouages, etc. Le début du tome 3, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce qu'au début, comment dire, il vous redonne plein d'éléments sans vous donner tout de suite les clés. Et ensuite, vous avez les clés. C'est pas construit exactement de la même façon que les 2 premiers tomes où on rentre tout de suite dans l'action. Dune, n'ayez pas peur, c'est génial. Et au pire, j'ai envie de vous dire, vu que le premier tome il est dans l'action tout de suite, vous pouvez aussi commencer, lire le premier chapitre, et puis vous voyez tout de suite si ça vous plaît ou pas en fait. Parce que vraiment, le premier chapitre, tout de suite,
l'action et tout de suite l'ambiance. Donc si Dune vous fait peur, essayez de lire les 20-30 premières pages et vous verrez si ça colle pour vous ou pas. Et là on arrive sans doute à mon coup de cœur de l'année. Je regarde la liste et j'ai eu 2 autres très bonnes lectures. Et celui-là, en plus, j'en ai quasiment pas entendu parler. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de ce livre. Les livres d'Emmett Farmer de Bridget Collins. Alors déjà, le pitch de base m'avait conquise. On est dans un monde de fantasy dans lequel il y a des enlivreurs. On va suivre un jeune garçon qui apprend qu'il est enlivreur et qui va aller faire son apprentissage. Les enlivreurs, qu'est-ce que c'est? Dans ce monde, tu peux aller voir un enlivreur, tu lui racontes un souvenir, il écrit dans un livre et tu oublies ton souvenir. Tu perds la mémoire. Donc ça peut te permettre d'oublier des événements douloureux, ou peut aussi y avoir des abus et tu peux aller vendre tes souvenirs pour de l'argent. Dans ce monde, les livres sont tabous et être enlivreur, c'est tabou. Mais quand tu as le pouvoir, tu ne peux pas y échapper, tu dois aller faire ton apprentissage. Donc on va suivre l'histoire de ce garçon qui se retrouve d'un coup, il découvre qu'il a des pouvoirs et qu'il doit devenir enlivreur et il n'a pas envie quoi, il est séparé de sa famille, etc. Et donc il apprend ce métier d'enlivreur, c'est voilà, un livre qui parle de livres, que voulez-vous? Moi forcément ça me plaît. Et puis il fait son apprentissage et un jour il découvre qu'il y a un livre qui porte son nom. Donc forcément il a envie de découvrir. Parce qu'il se souvient pas d'avoir fait enlivrer ses souvenirs. Déjà, avouez, sincèrement, le pitch de base il est pas canon. Le pitch de base il vous donne pas envie là. Et ensuite, c'est merveilleusement écrit. Dès les premières lignes, j'avais le cœur serré, les larmes aux yeux, c'est trop beau. Et les gars, mais il y a une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Mais beaucoup trop belle. Non mais vraiment. Non mais je sais pas quoi vous dire. Les livres d'Emmett Farmer de Bridget Collins, de la fantasy LGBT. À se damner, pourquoi on ne parle pas de ce livre? Pourquoi je ne comprends pas. En fait, j'ai pas 10 milliards de choses à vous dire sur ce livre, juste qu'il est fabuleux. J'avais pas été emportée comme ça depuis longtemps, j'ai pleuré, mon cœur s'est serré, je dormais pas parce qu'il fallait que je sache ce qui arrivait. C'est tout, j'ai rien d'autre à vous dire. Ce livre, un petit bijou méconnu sur des mers plus ignorées de Tim Powers, un livre de pirates avec du vaudou. Un homme perd sa femme et il devient fou et il veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de faire revenir sa femme. Donc c'est là qu'on va retrouver le vaudou et puis du coup il va s'allier avec des pirates pour essayer d'arriver à ses fins. Je ne sais pas trop ce que j'ai pensé de ce livre. J'ai eu l'impression de lire Pirates des Caraïbes en livre. En fait, je pense que les films Pirates des Caraïbes sont énormément inspirés de ce roman. Donc si vous aimez l'ambiance Pirates des Caraïbes, l'histoire Pirates des Caraïbes, je vous conseille de lire ce livre. Dans Pirates des Caraïbes, le personnage de Johnny Depp, je sais pas comment il s'appelle, mais en gros, c'est un peu... on le retrouve dans le livre, on retrouve les personnages, on retrouve tout. Il y a même des intrigues, je me souviens que j'avais vu un ou deux des films, il y avait des passages du roman, j'avais l'impression de voir le film en fait. C'était exactement copié. Alors, il y a des passages que j'ai trouvé très longs, où je me suis ennuyée à mourir, j'ai soufflé, et il y a des passages très beaux, très poétiques. Je sais pas trop ce que j'ai pensé de ce livre, c'est mitigé, mais j'avais quand même mis longtemps à le lire, je sais pas. Franchement, je sais pas trop. Je pense que si vous voulez lire des livres de pirates, il y a mieux. Et en livre de vaudou, je sais pas trop. Lisez de la littérature haïtienne plutôt que de la fantaisie. Je sais pas. Ouais. Bon, un peu mitigé quand même ce livre. Servir froid de Joe Abercrombie. Ce livre-là, c'est mitigé aussi. On va suivre une mercenaire qui s'appelle Monza. Elle est très célèbre, elle est très redoutée. Et un jour, elle va être trahie, laissée pour morte. Son frère, avec qui elle a une relation un peu spéciale, va mourir, on va le tuer. Elle est laissée pour morte, mais elle survit. Et elle va chercher à se venger. Donc elle va réunir
un petit groupe d'aventuriers qui vont l'aider à assassiner un par un tous les gens qui l'ont trahi. J'ai adoré le début de ce livre, j'ai trouvé ça épique, original, vraiment j'ai adoré, puis en plus je sentais le truc venir d'un groupe de personnages qui se rassemblent, qui a pas de lien entre eux, un peu comme je vous en ai parlé tout à l'heure dans Le Secret de J, j'aime bien ça, ils se retrouvent, ils apprennent à se connaître, ils sont tous différents, potentiellement un peu cliché, mais j'aime bien ça. Donc j'étais hypée au début, vraiment j'ai beaucoup aimé, je trouvais que le personnage de Monza, il était féminin, il était fort, vraiment j'ai beaucoup aimé, au début il était pas sexualisé, le début j'ai adoré. Et puis petit à petit, Joe Abercrombie tombe de plus en plus dans le cliché. Et au fur et à mesure où Monza s'entoure d'hommes, elle perd son indépendance. Et elle devient une femme faible. Et une femme perdue, et une femme qui a absolument besoin qu'un homme lui dise quoi faire. Mais pourquoi, en fait, Joe? Pourquoi tu commences un personnage féminin? Pourquoi tu veux écrire un roman avec une héroïne principale féminine pour finir par détruire ton personnage? Ça, j'ai pas compris, et je ne lui pardonne pas en fait. Et je ne parle pas de la fin, les dernières pages, mais cette misogynie. Mais pourquoi? Mais pourquoi tu fais ça à ton personnage? Je ne comprends pas. En plus, ça n'a aucune logique avec le reste de l'histoire. Je comprends pas. Donc en gros, j'ai envie de vous dire, lisez, je sais pas, les 200 premières pages, et après abandonnez le livre, parce que vous allez être déçus, quoi. Voilà, je sais pas, sincèrement, je ne comprends pas ce qu'a voulu faire l'auteur, un complet gâchis. Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko. Comment résumer ce livre? C'est beaucoup plus difficile que Dune. On va suivre Sacha, qui a une petite vie tranquille, toute tracée. Puis, on va pas trop lui laisser le choix de s'inscrire dans une école qu'on pourrait considérer comme une école de magie. Mais c'est autre chose, c'est différent de ça. Mais je saurais même pas vous le décrire. Donc on va dire ça, on va dire que Sacha, elle va aller faire un apprentissage de magie. C'est la façon la plus simple de le décrire, mais c'est tellement pauvre par rapport à ce que c'est. C'est un roman de fantasy qui se passe dans un monde slave, on sent vraiment cette ambiance slave qu'on retrouve rarement en fantasy. Ça, c'est génial. J'ai envie de vous lire ce que j'ai écrit sur ce livre parce que je pense que je vais pas vraiment réussir à en parler sinon. Un ovni inclassable, original, qui a changé ma vision du monde, de la romance, du mystère, du réalisme magique, une réflexion philosophique et scientifique sur la matière, le verbe et la réalité, impossible à décrire, un chef-d'œuvre. Il y a des moments dans ce livre où on est mal à l'aise, des moments où on est ému, des moments où on est perdu, des moments où on a l'impression que d'un coup on comprend tout, et Eureka, il y a des moments d'ombre, des moments de lumière, on ferme le livre et on sait même pas exactement ce qu'on a lu. Tout est constitué d'atomes, un livre, et vous, c'est la même matière. À partir de là, on peut se demander qu'est-ce qui est réel, est-ce qu'on est différent d'une table ou d'une chaise, de l'herbe, de l'arbre, des nuages. Je me dis que je dois vous faire peur, vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Vous fermez ce livre, vous savez pas ce que vous venez de lire. Je l'ai déjà dit je crois, vous voyez, je me souviens même plus. Pour moi, ce genre de livre, ces livres qui changent une vie, bah même si je sais pas vous les décrire, j'ai forcément envie de vous dire de les lire en fait. Je peux pas sauter partout, je peux pas être enthousiaste, je peux pas vous dire lisez ce livre, lisez-le, lisez-le, lisez-le. Je sais pas, alors que vraiment ce livre il m'a changé. Là j'y pense et je me dis, je suis différente, je suis une autre personne d'avoir lu ce livre. Alors est-ce que j'ai moins d'emphase parce que il y a une certaine pudeur quand on aime à ce point les choses? Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko, un incontournable. J'ai relu le tome 1 de Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski. De quoi ça parle? En fait, ça parle pas de grand chose. Ça se passe dans un monde celte, un monde historique. Donc il mêle l'histoire et la fantaisie. Je sais que Jean-Philippe Jaworski s'est vraiment renseigné, il s'inspire de faits réels, il parle de tribus qui ont vraiment existé, etc. Après lui, il met de la fantaisie. Donc du coup, est-ce que là, dans ce sens-là, on pourrait dire que c'est du réalisme magique puisqu'il s'inspire d'histoire? Vous avez 2 heures. Et donc dans ce roman, on va suivre Belovez. Belovez, il est parti à la guerre, il est censé être mort, sauf qu'il est pas mort. Mais du coup, on considère qu'il est maudit. On se dit, mauvais présage, hein, t'es censé être mort, t'es revenu. C'est pas normal, hein, nous, on n'a pas envie d'être maudit jusqu'à la 5e génération si on s'acoquine avec toi. Donc tu vas aller sur l'île là-bas, là où il y a les sorcières, et puis on va voir ce qu'elles disent. Et donc voilà, on va suivre le périple de Belovez pour lever la malédiction, savoir s'il y a une malédiction. Et surtout, Belovez va nous raconter un peu son histoire. Il y a des passages un peu oniriques
où on ne sait pas si c'est la réalité ou si Bélovez est dans un espèce de délire fiévreux. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu Jean-Philippe Jaworski. J'avais oublié à quel point c'est beau. Jean-Philippe Jaworski me fait le même effet que Victor Hugo. Je suis obligée de m'arrêter toutes les 2 pages parce que c'est trop beau, il faut que je revienne en arrière et que je relise. Alain Damasio me fait ça aussi. Donc ce tome, il se passe pas grand chose, il y a des moments qui sont un peu longs, mais c'est tellement beau, c'est tellement riche, c'est tellement bien écrit, c'est un tome d'introduction. Mais en tout cas, Jean-Philippe Jaworski, un incontournable de la fantaisie française. Je suis très impatiente de lire la suite. Je suis très heureuse de l'avoir relu parce que je ne me souvenais pas à quel point c'était bon. Je pense que j'ai même préféré à ma première lecture. La chute du gouverneur de Robert Kirkman et Jay Bonansinga. C'est un des romans Walking Dead, il y en a 6 je crois qui sont sortis. Celui-là c'est le tome 3. Franchement je l'ai lu en 2 heures, ça fait longtemps que je les ai dans ma pile à lire. Ce sont des histoires, on retrouve l'univers de la série ou de la BD, mais c'est des histoires inédites. On retrouve quelques personnages, on retrouve le gouverneur là par exemple, mais ce sont des personnages qu'on n'a pas dans la série et qu'on n'a pas dans les comics. Je crois que je l'ai lu en 2 ou 3 heures. C'est très divertissant. J'ai passé un bon moment, voilà. Je l'ai bouffé, je l'ai dévoré. Ça m'a fait plaisir de retrouver des zombies. Si vous aimez ce genre d'univers, je vous le conseille, mais sinon, voilà, enfin, rien de plus. Vraiment, si vous cherchez un petit truc à lire rapide, un peu horreur, je crois que je l'avais lu pour le Pumpkin Autumn Challenge, je pense. Mais voilà, j'ai passé un très très bon moment. J'ai encore le tome 4, voire le 5, au moins le 4, que j'ai pas lu. Et franchement, vu le plaisir que j'ai pris et la rapidité à le lire, j'ai très envie de continuer. Et pour finir, j'ai enfin découvert Pierre Bottero. J'ai enfin lu La Quête d'Ewilan, j'ai lu les 3 premiers tomes qui font aussi un intégral. Dans ce roman, on va suivre Ewilan qui ne connaît pas ses parents biologiques. Elle vit dans notre monde sous le nom de Camille et puis un jour, hop, elle va se retrouver dans un autre monde et elle va découvrir qu'en fait, elle a des pouvoirs et qu'elle est l'élue pour sauver le monde de Gwendalavir. Et elle va découvrir beaucoup de choses sur ses origines et sur le monde d'où elle vient réellement. J'ai bien aimé, mais sans plus. Je pense que j'aurais adoré le lire quand j'avais 12 ans, mais que là, à mon âge, j'ai trouvé ça sympa. Pas très original parce que, comme c'est un peu un classique, maintenant il y a beaucoup de livres qui se sont inspirés de ce que Bottero a fait et du coup j'ai retrouvé beaucoup de ressorts narratifs que je connaissais déjà. J'ai trouvé l'écriture un peu légère, le monde est sympa mais ouais à chaque fois c'est pas assez approfondi, c'est pour ça que je dis que je pense que plus jeune j'aurais adoré mais maintenant il m'a manqué quelque chose. Après je suis contente d'avoir enfin découvert ça. Alors la quête d'Ewilan aussi c'est un peu une introduction parce que Pierre Bottero a écrit d'autres tomes dans cet univers, d'autres séries dans cet univers. J'ai envie de lire la suite. Mais oui, ça, j'ai trouvé ça sympa mais sans plus. En fait, je crois aussi que j'avais d'énormes attentes parce que ça fait des années que tout le monde me dit faut lire Bottero, faut lire Bottero, faut lire Bottero. Et je pense que j'en attendais peut-être un peu trop. Voilà, c'est tout pour mes lectures SFFF depuis début 2019, je pense que c'était déjà pas mal. J'ai quand même parlé de beaucoup de classiques et de beaucoup de livres assez connus, donc dites-moi en commentaire si vous les avez lus, si vous êtes d'accord avec ce que j'en pense. Dites-moi si vous avez envie de lire les livres dont je parle qui ne sont pas connus du tout. Je vous dis à très bientôt pour les BD, la poésie, le théâtre, les essais. Portez-vous bien.